Bonjour, Vincent Lamigeon à Magazine Challenge, je suis là. Bonjour, Vincent. Deux petites questions. Quelle cadence cible prévoyez-vous pour le Rafale? Puisque là, on voit qu'on retombe à une cadence 1 à l'usine de Mérignac, mais j'imagine qu'elle va bien monter. Est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4? Voilà, est-ce que vous êtes déjà au clair là-dessus? Et une question sur le SCAF, le NGF. On sent qu'il y a à nouveau de grosses tensions entre les partenaires industriels. Est-ce que vous estimez un accord encore possible ou est-ce le moment de lancer le fameux plan B que vous évoquiez il y a 1 an exactement? Merci beaucoup. Sur la cadence, c'est l'occasion pour moi de faire une petite leçon de choses, parce que la cadence, c'est toujours compliqué. Vous avez les livraisons, et ça, c'est lié au contrat, en particulier sur le Rafale. Sur le Falcon, c'est un peu différent, parce qu'on le prévoit à l'avance, puis on vend les créneaux qui sont disponibles. Sur le Rafale, on fait en fonction des contrats. Bon, les contrats nous amènent à ces livraisons en 2022. Ce qui ne veut pas dire que la cadence repasse à 1. En réalité, la cadence, alors je vous fais une petite historique, la cadence, par exemple, on a eu Amalfo à expliquer ça à nos services officiels. La cadence en 2020, en plein Covid, était passée en dessous de 1. Et pour certaines usines, tangentait 0. Parce que quand vous prenez un avion, vous le livrez à Mérignac, mais vous avez commencé à le fabriquer 3 ans avant, ou 2 ans et demi avant. Et en particulier dans notre usine, par exemple, de Seclin, en amont, c'est-à-dire pièces primaires. Et donc, il nous faut, nous, d'un point de vue industriel, lisser au mieux ces cadences de fabrication. Donc la cadence était quasiment passée à 0, ce qui était d'une grande inquiétude en 2020, indépendamment même de l'inquiétude du Covid qui faisait baisser nos commandes 2020. Et vous voyez, 2 ans après, à la mode d'assaut, on s'est complètement remis sur pied en termes de commandes. Donc les cadences de Rafale sont repassées à 2. Aujourd'hui, on est, je vous parle grosso modo, en moyenne, à cadence 2. C'est-à-dire on voit bien que les commandes font qu'il va falloir augmenter la cadence pour être capable de livrer les contrats dans les années qui viennent. Donc la cadence est en train de passer à 2 et nous passerons à cadence 3. Compte tenu de la confirmation des T0, de l'Indonésie, 42 avions, et surtout des Émirats 80, sachant que, regardez bien que les Émirats, ce n'est pas des livraisons avant 2026-27 jusqu'à 2031, donc c'est bien après, alors que l'Indonésie et l'Égypte sont des livraisons à plus court terme. Donc on va passer par un pic de cadence 3, et j'anticipe votre question. S'il y avait encore des contrats Rafale, parce que le succès appelle le succès, tant mieux, on serait encore capable de prendre un certain nombre de commandes pour le court terme. Évidemment, on préférera prendre des commandes et les livrer un petit peu plus tard, puisque sur les avions tranche 5 français qui démarreront à partir de 2027, concomitamment avec le contrat des Émirats arabes unis, là on ne sera qu'à cadence 2 à ce moment-là. Donc on sera capable de garder la cadence 3 si des contrats arrivaient dans les 2 ans qui viennent. Sur la deuxième question, le NGF, bah écoutez, oui, c'est le propre de la coopération, on est à plusieurs. Nous, on estime que, la France a défini, quand elle a lancé cette volonté de programme, sa volonté d'être leader sur le domaine. Donc après, leader, on peut le traduire, je ne sais pas comment, mais en tout cas, me semble-t-il, la France devrait être maître d'ouvrage, d'une certaine manière. Deuxièmement, on a défini un certain nombre de piliers dans ce grand programme SCAF, dont le pilier 1, qui est l'avion, mais qui n'est qu'un des piliers, il y en a plein d'autres, dans lequel le pilier 1, Dassault, devrait être le leader et donc le maître d'œuvre, l'architecte maître d'œuvre. Ça a donné lieu à quelques difficultés de négociation. Il me semblait que c'était derrière nous, donc tout a été fait pour négocier de cette manière-là. Et puis depuis septembre, c'est un travail entre les 3 sociétés. Vous avez Airbus en Espagne, vous avez Airbus en Allemagne, vous avez Dassault en France, vous avez les 3 pays derrière. Il y a eu un certain nombre de demandes complémentaires pour accompagner. Ce que moi, j'ai mis comme ligne rouge, c'est qu'il y a bien un leader. Moi, j'accepte d'être leader que si j'ai les leviers pour être leader. Si c'est pour faire du coco, puisqu'on est 3 maintenant, je ne le ferai pas, parce que ça serait mentir à nos forces armées que d'être capable de faire quelque chose en co-développement, sans leader, et de leur assurer une performance, un délai et un coût. Donc on bute un peu là-dessus. Semble-t-il. Moi, je suis prêt à signer, le stylo est là, vous voyez,
avec l'État, avec la France qui est leader sur le contrat, c'est fait, on est prêt à signer. Maintenant, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir signer avec Airbus. J'attends la signature d'Airbus. Tara Patel de Bloomberg, pour continuer sur ce sujet, est-ce que il me semble qu'il y avait une déclaration d'un ministre allemand dans le sens de vouloir promouvoir ce projet compte tenu des événements en Ukraine. Est-ce que vous pensez que ça pourrait débloquer? Moi, je pense que d'abord, premièrement, ce que disent les Allemands de se mobiliser dans leur défense est une bonne chose. Donc c'est très bien. Maintenant, le NGF, vous le savez, on a dit grosso modo premier avion en 2040. En réalité, comme on prend beaucoup de retard, c'est après 2040, dans un standard initial, le temps qu'il y ait un standard définitif, le temps que les forces armées le prennent en compte. Vous avez des avions opérationnels en 2050. Je pense qu'à ce moment-là, l'Ukraine sera dans un statut un petit peu particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la problématique du jour et des 30 ans à venir, pour nous, la France et pour nous Dassault, c'est le Rafale. Mais on est prêt à travailler sur la génération future. Et croyez-moi, mes ingénieurs du bureau d'études, ils ne demandent que ça. Donc on est demandeurs de lancer ce démonstrateur. Mais ça n'a rien à voir avec le contexte stratégique du moment. Ça peut faciliter des accords entre les gouvernements pourvu que les règles qu'on s'est fixées soient respectées. Une question de plus. Qu'est-ce qui est stoppé exactement sur les contrats avec les Russes? Vous avez dit tout à l'heure. Oui, on a les Russes la Russie en général a généré un certain nombre de clients pour les Falcon. On a des Falcon qui volent en Russie. Je ne donnerai pas le nombre. On va être en difficulté, bien sûr, pour les soutenir, hein, puisqu'on va scrupuleusement appliquer les sanctions qui sont définies par nos autorités, bien sûr. Et on va arrêter la prospection le temps qu'il faudra sur ce pays. Et on avait dans notre carnet de commande un certain nombre d'avions pour les Russes. Donc on est en train de regarder au cas par cas l'application des sanctions actuelles pour geler ces contrats. Je dis geler parce que le positionnement de la force majeure, des contrats, etc., c'est un petit peu compliqué. Et on essaye de se le définir entre nous, industriels, puisqu'on n'est pas les seuls, évidemment, vous pensez bien dans ce cas-là, et avec nos autorités pour regarder le statut de ces contrats en cours. Quelle sorte d'avion? Tout type d'avion, plutôt des avions haut de gamme, parce que la Russie est un grand pays, et donc les utilisateurs étaient plutôt sur des avions de type 8X. Alors 8X, 6X, 10X, il y a un peu de tout. Hein. I'm sorry, Cathy Burke, AIN. Est-ce que vous pouvez nous donner des prévisions sur l'impact de ce conflit sur votre activité, sur les livraisons? Je réponds en anglais ou en français? Le forecast, c'est d'abord, c'est les États-Unis qui ont été le poumon de la reprise. C'est là que sont partis déjà dès le début 2021 une forte demande de reprendre. Alors aux États-Unis, on n'est pas seul, hein, on a des concurrents, donc on s'est partagé un petit peu le marché. Et puis on observe déjà à la mi-2021 et aujourd'hui une reprise aussi en Europe. Donc c'est ça les deux poumons de la reprise, c'est les États-Unis et l'Europe. Évidemment, on a quelques avions qui se vendent en Asie aussi, mais comme vous l'avez vu, le Covid est assez encore actif. Hein. J'ai été signer le contrat en Indonésie. Voilà, on avait à peine le droit de rentrer dans le pays. Vous connaissez le statut de la Chine et les pays avoisinants sont encore sous l'emprise de la vague Omicron. Et donc, c'est encore un peu difficile. On espère que cette vague est derrière nous et qu'on va pouvoir reprendre plus naturellement l'activité de vente aussi en Asie, mais qui a toujours été un petit peu moindre que ces deux poumons que sont l'Amérique et l'Europe. Bonjour, Mathieu Robéchaud de l'AFP.
Plusieurs questions. Sur le SCAF, vous dites que vous attendez la signature d'Airbus. On voit dans votre communiqué de résultats qu'un de vos objectifs de l'année sera de statuer sur la phase 1B. Est-ce à dire qu'à la fin de l'année, si rien ne s'est passé, vous éteindrez la lumière? Et j'ai une autre question aussi sur les commandes égyptiennes. On parlait de 30 commandes. On voit le chiffre de 31 dans vos résultats. À quoi correspond cet avion supplémentaire? Alors, sur le premier point, je ne peux pas laisser, moi, un bureau d'études. Si vous voulez, normalement, la phase 1B, elle était signée en septembre. Bon, on a maintenu nos équipes jusqu'à la fin de l'année 2021, en leur disant que tout ça allait se débloquer. Puis, à un moment donné, il faut bien quand même se rendre à l'évidence que ça ne se débloque pas aussi rapidement qu'on pouvait l'espérer. Et donc, je ne peux pas laisser, moi, une équipe de centaines d'ingénieurs qui sont des gens de très haut niveau et qui ne demandent qu'à une chose, c'est exercer leur métier, à attendre le bon vouloir de Pierre, Paul ou Jacques. Donc j'ai commencé fin janvier à réorienter une partie de l'équipe, voire la totalité de l'équipe bientôt, vers d'autres métiers. Vous savez, on a de l'activité, vous l'avez vu dans notre carnet, et on ne peut pas laisser des ingénieurs à rien faire. Donc je ne dis pas que si la signature n'intervenait pas dans les jours qui viennent, on ne pourrait pas réorienter vers... parce que je pense que les gens seraient très fans de développer un nouvel avion et surtout d'essayer de faire un démonstrateur de NGF. Certains diront peut-être non, parce qu'ils diront bah, finalement j'ai trouvé un autre métier, ça me va très bien, les stop and go ça ne nous va pas. Je ne préjuge pas de l'avenir, je ne dis pas que c'est impossible si la commande tombe dans 6 mois ou fin 2022 de le faire. Je dirais qu'il nous faudra un certain délai avant de pouvoir dire oui. Donc oui, en 2022, il va falloir statuer. On ne peut pas rester l'arme au pied, le stylo. Il y a bien un moment donné, on dit oui ou on dit non. Mais ça c'est une problématique entre industriels, mais c'est aussi une problématique entre les États. Donc ça ne peut pas durer comme ça. À mon sens, ça dure depuis déjà un peu trop longtemps. Ah, la commande Égypte. Alors, la commande complémentaire était pour 30 avions. Et il y avait un reliquat de budget dans les provisions du contrat, du premier contrat des 24. Des 24. Et donc, il y a un avion complémentaire qui a été commandé. Oui, bonjour, Anne Boyer, Les Échos. Est-ce que sur le SCAF, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi cette histoire de commande de vol est tellement essentielle et provoque autant de crispation pour le grand public, pas pour les spécialistes? Et autre question, est-ce que vous ne pensez pas que tout doit attendre d'être inscrit dans le texte qui s'appelle la boussole stratégique et qui doit être voté la semaine prochaine? Non, au-delà de ça, les positions des États, du coup, seront fermes et plus claires. Oui, non, mais là... Elles sont pour l'instant un peu dans l'air, mais une fois que c'est dans un texte européen, on y est. Non, mais la boussole stratégique, c'est une chose qui oriente toute l'Europe. La coopération, elle est aujourd'hui à 3 pays. Ce n'est pas l'Europe qui développe le SCAF à ce jour. Alors, ça peut changer, on verra. Mais dans ces cas-là, c'est plus 6 mois qu'il va falloir attendre, c'est beaucoup plus. Sur les commandes de vol, pourquoi c'est un problème? C'est simple. C'est qu'il y a ceux qui savent les faire et ceux qui ne savent pas les faire. Je pense que Dassault a su démontrer tout au long de son histoire qu'il savait les faire, et c'est même unique au monde, puisqu'on est les seuls avionneurs au monde à dessiner nos avions en développant les commandes de vol en parallèle dans le même bureau d'études ici à Saint-Cloud. C'est ce qui a fait la force de nos avions depuis des générations d'avions. Donc on a accumulé une expérience dans le domaine des commandes de vol qui fait que nous pensons, peut-être à tort, peut-être certains peuvent venir nous challenger, mais nous pensons que nous sommes parmi les meilleurs au monde dans le domaine, si ce n'est le meilleur en termes de commandes de vol. Dans le cadre de l'exercice de notre maîtrise d'œuvre, puisque nous avons bien compris que les 3 pays nous avaient confié la maîtrise d'œuvre, nous pensons que pour faire un démonstrateur, et on parle bien de démonstrateur aujourd'hui, celui qui définit l'avion, celui qui définit donc l'avion, et celui qui définit aussi les commandes de vol, c'est Dassault.
Et cette expertise est ici à Saint-Cloud. Elle n'est pas simplement ici à Saint-Cloud, elle est aussi à Argonay, dans laquelle nous les fabriquons, nos commandes de vol. C'est-à-dire qu'en fait, on a la compétence complète, on fabrique y compris les calculateurs, les logiciels qu'on met sur les calculateurs, et on les teste dans nos différents sites des commandes de vol. Donc, pour nous, il nous paraît évident que Dassault est leader architecte de l'avion et de ses commandes de vol. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Si vous entendez parler de problème, il faudra me les expliquer. S'il y en a qui pensent qu'ils sont meilleurs que nous ou qui sont aussi bons que nous pour être capables de faire, peut-être. Après tout, je ne suis pas contre le fait de l'entendre. D'ailleurs, les commandes de vol d'Airbus, ça marche très bien. Hein. Mais le bureau d'études n'est pas à Manching, il est à Toulouse. Donc, je n'ai rien contre ça. Mais il y a le deuxième sujet qui est dans notre architecture et dans le fait d'assumer notre leadership d'architecte des avions. C'est nous qui définissons les commandes de vol, et c'est nous qui définissons le partage. Ce qui ne veut pas dire qu'on exclut les autres. Dans les work packages que nous avons définis sur les commandes de vol, certains ont du travail à faire en Allemagne. Ça peut être Airbus, dans certains cas, ça peut être aussi d'autres sociétés comme Hensoldt, avec qui nous travaillons pour être capables de aussi, un jour ou l'autre, fabriquer des commandes de vol. Donc pour moi, il n'y a pas de problème de commande de vol. S'il y a problème, c'est de l'autre côté du Rhin. François Dorcival, Monsieur le Président, à propos du Rafale, est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui un bilan du nombre de Rafales en vol quand vous ajoutez les avions livrés à l'armée de l'air française et ceux qui ont été livrés aux armées de l'air étrangères? Aujourd'hui, combien de Rafales sont en vol? Alors, c'est toujours un calcul un peu compliqué à faire. Je dois avoir la réponse quelque part. On a livré pour la France, sur les 192 commandés, on a dû en livrer 100 et quelques. Donc il y en a au moins une centaine qui volent pour la France. Voilà, je vais avoir l'anti-sèche. Voilà, on en a 152 livrés pour la France. Et on a pour l'export un complément, on a 24 pour l'Égypte, 30 pour la Qatar et 33 pour l'Inde, ce qui fait 239 avions livrés aujourd'hui, voilà, au total. Ceci ne comprend pas d'ailleurs, il faudrait rajouter les 6 avions grecs d'occasion qu'on a livrés, mais qu'on a enlevés de la France. Donc le 239 est bon. Mais ça change tous les jours, puisqu'on en livre en ce moment encore. Hein, donc voilà. Mais grosso modo, il faut se dire que si on était à la louche, on aura à peu près 200 avions pour la France avant la tranche 5, et on aura quasiment 300 avions pour l'export. En comprenant, pour le coup, les Émirats, l'Indonésie et les compléments grecs. C'est à la louche, hein, c'est un petit peu en dessous de 300 de mémoire, et un petit peu en dessous de 200, puisque c'est 192, mais on aura la tranche 5 qui va arriver. Alors elle sera de combien? 30, 42 ou plus, si les besoins de nos forces armées s'accentuent compte tenu du contexte et des problématiques de retour de la préparation de guerre de haute intensité. Je rebondis sur votre dernière remarque. Si les besoins de la puissance publique augmentent, si le besoin était exprimé, est-ce que vous seriez en mesure, non pas d'augmenter la cadence, mais d'accélérer la production, sachant que vous dites qu'il faut 3 ans pour faire un Rafale? Non, on n'accélère jamais la production, je vais vous dire pourquoi. Alors on le fait, hein, on fait ce qu'on peut, on essaie, mais il y a un cycle. Et le cycle, il part de l'approvisionnement de matière, qui dans le contexte d'ailleurs n'est pas toujours si simple que ça, de livraison de tout un tas je vais dire un mot entre guillemets bigaille autour de chaque usine pour toutes les sociétés qui travaillent autour de chaque usine, la sous-traitance. Vous vous rappelez qu'on a à peu près 500 entreprises qui travaillent pour nous, elles-mêmes ont des cycles. Et donc il y a un moment donné, ces cycles, en augmentant la cadence, bien sûr, on donne des facilités parce que vous pouvez un petit peu mieux corriger quand il y a des problèmes qui peuvent survenir,
mais c'est pas facile de descendre un cycle de Rafale à moins de 3 ans. Voilà, 3 ans, c'est le bon cycle. On a su faire des efforts cas par cas pour aller un petit peu plus vite. Donc si la France devait commander des avions supplémentaires, mais enfin, il faut déjà qu'on livre ceux qui sont en commande depuis bien longtemps. Bien longtemps. Les fameux 28, ils sont en commande, j'ai même oublié la date. Ils ont été commandés, je n'étais pas encore président, donc ça fait plus de 10 ans. Donc ce n'est pas le problème du cycle, c'est le problème d'accepter qu'on les livre. Donc c'est un problème de financement. Hein. Les militaires ne renoncent pas à leurs avions, il y a des choix budgétaires. Et vous savez très bien que très souvent, le Rafale est la variable d'ajustement du budget français. Donc voilà, donc tant mieux, heureusement on a eu l'export, sinon on avait des problèmes de tenir la chaîne de fabrication vivante, pas simplement chez Dassault, mais parmi les 400 entreprises derrière qui se retrouvaient à faire du Rafale de manière très aléatoire dans un bout de hangar. Et là, heureusement, ça va permettre à toute cette supply chain, après une période difficile de Covid, de se dire que le Rafale leur apporte un travail. Et je rappelle que c'est quasiment exclusivement en France que le Rafale est produit, non seulement chez Dassault, mais chez Safran, chez Thales et chez toute la supply chain en territoire. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle, l'augmentation de ces cadences pour l'ensemble de notre filière aéronautique. Il y a Véronique après. Thierry Vigoureux, Le Point, bonjour. En termes d'emploi, quelles sont les perspectives de recrutement en 2022 ? Alors en 2022, après avoir été un petit peu, je dirais, mesuré et modéré en 2020-21, compte tenu du fait qu'on était plutôt à faire un peu de chômage partiel que d'augmenter des effectifs, on va recruter, bien sûr qu'on va recruter, puisque les cadences vont augmenter. Mais on a aussi, durant ces années difficiles, rapatrié de la charge. C'est un peu le réflexe des grands, je suis désolé. Là, on va rendre la main aussi et redonner du travail à notre sous-traitance. Et c'est normal, donnant. Donc, on va aussi s'appuyer fortement sur la sous-traitance pour nous aider dans cette montée en cadence. Mais bien sûr, on va recruter. De toutes les manières, il y a un cycle de départ à la retraite qui fait que de toutes les manières, on a besoin de recruter pour compenser les départs à la retraite, et on a besoin de recruter parce qu'on aura un peu plus de travail. Donc on va recruter, ce qui d'ailleurs n'est pas si simple, même chez Dassault aujourd'hui, parce que la tension sur l'emploi est forte, c'est toujours ce paradoxe d'avoir toujours quelques millions de chômeurs et d'avoir du mal à recruter. Mais bon, Dassault est quand même attractif, quoi qu'en disent certains. Et donc on trouve à embaucher des ingénieurs et embaucher des compagnons et des techniciens chez nous. Donc c'est plusieurs centaines d'embauches qui vont être faites en 2022 chez Dassault. Mais c'est aussi des embauches donc forts dans notre sous-traitance. Ou du moins de repasser de chômage partiel à emploi. Bonjour, Véronique Guillermat pour Le Figaro. La crise en Ukraine a, semble-t-il, provoqué un sursaut au sein de l'Union européenne qui veut rehausser ses moyens de défense, sa souveraineté. On a vu l'Allemagne annoncer 100 milliards d'euros pour 2022 pour ses armées et ensuite monter à 2% du PIB allemand. Emmanuel Macron, il y a 2 jours, je crois, a dit que la France allait amplifier son effort en faveur de la défense. Donc on s'attend à une hausse des budgets militaires. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'aujourd'hui vous appelez à la mise en place en parallèle d'une préférence européenne, alors qu'on voit bien qu'en Allemagne, je fais référence à mon éminemment confrère de Challenge, on voit bien qu'il y a des tentations pour commander des F-35 américains. Donc tout cet argent qui devrait être à nouveau mobilisé pour la défense, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui et quel appel vous pouvez lancer ? Merci. D'abord sur le franco-français. Les autorités françaises et la présidence d'Emmanuel Macron a fait que le budget de la défense est reparti à la hausse. Il faut le souligner, après une déflation assez forte pendant des dizaines d'années. Donc il y a eu un effort de fait en France. Donc il faut le saluer.
Et les annonces qui viennent d'être faites, qui sont des annonces de principe, des annonces politiques, du fait que la défense risque d'être renforcée, on l'accueille bien sûr avec ferveur, parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin dans nos armées capacitaires de ce rattrapage qui n'a pas été fait encore, même si les budgets ont augmenté, parce qu'il faut à la fois rattraper le capacitaire des décennies précédentes et préparer le futur. Donc ça crée quand même des tensions budgétaires à un moment donné où vous connaissez l'état du budget. Donc on soutient parfaitement bien cette annonce. En Allemagne, maintenant, avant de parler d'Europe, le sujet est un petit peu différent. Depuis des années, l'OTAN appelle aux 2%. Je dis bien l'OTAN appelle aux 2%, selon des calculs à la mode otanienne. Si la première des décisions de monter le budget à 100 milliards, qui était quand même en retrait par rapport à ce que fait la France en relatif, donc il ne faut pas comparer, l'Allemagne était un petit peu en retrait. Si la première des décisions, c'est d'acheter le F-35, effectivement, ça va rafraîchir notre soutien dans ce domaine-là. Mais vous savez, je vais vous dire, je ne voudrais pas être oiseau de mauvaise augure. Moi, je suis persuadé qu'ils vont acheter du F-35. Ils l'ont dit. C'est même avant même l'affaire ukrainienne, c'est dans la plateforme de gouvernement allemand. Parce que vous savez très bien, c'est affiché, ils doivent porter un certain type d'armement américain qu'ils portaient sur les Tornados, donc sur un avion européen, et que maintenant les Américains leur disent « vous devez la porter uniquement et exclusivement sur un avion américain ». Et j'ai compris depuis 3-4 ans que je m'intéresse fortement à l'Allemagne, que les Allemands, dans ces cas-là, pourraient envisager le F-18, mais que les Américains ont dit non, c'est plutôt le F-35. Donc, ils n'ont pas de choix, semble-t-il. Donc oui, préférence européenne, vous savez que c'est un gros mot. Vous savez que dans le domaine de la défense, c'est pas le sujet. Donc les Français, le président se bat justement pour essayer d'insuffler cette volonté de faire un peu plus d'Europe en Europe. Et on le soutient dans cette démarche fortement. Mais bon, on va voir avec notre partenaire numéro 1 affiché, qui est l'Allemagne, si le premier des choix qu'ils font, c'est de signer le contrat SCAF ou d'acheter du F-35. Sachant que ce n'est pas le même besoin capacitaire. Hein. Vous voyez, encore une fois, le NGF, il sera opérationnel que dans pas mal d'années. Hein. Alors que le F-35, il peut être livré dans 3 ans et donc arriver ou être prélevé. Voilà, c'est un sujet stratégique. Au niveau donc de l'Europe, pour en venir, bravo à l'Union européenne de s'intéresser à la défense. Alors quand je dis bravo, je mets un bémol. Bravo de s'intéresser à la défense si c'est pour faire de la défense. Si c'est uniquement pour faire des armes de type taxonomie et stigmatiser l'industrie de défense parce qu'elle fait des armes en Europe, par des Européens, là j'avoue que je ne comprends plus. Et je laisse ce débat schizophrénique à nos amis politiques et à nos amis de la Commission, mais je le dénonce très, très, très fortement. La taxonomie n'est pas une arme efficace contre les menaces actuelles. Elle est une arme contre nous, les industriels de l'armement, et j'en ai pour preuve que autant les grands arrivent à s'en débrouiller, autant les petits en France, et là je prends ma casquette de président de l'industrie de défense, les petits commencent à avoir des problèmes avec les banques. Parce que les banques disent « oh là là, l'armement c'est comme le tabac, l'alcool, etc. Il ne faut pas en faire. Donc je ne mets plus d'argent dans ces sociétés-là. » Si c'est ça la notion d'autonomie stratégique, et que du coup l'autonomie stratégique c'est d'acheter exclusivement aux Américains, c'est pas ma conception, je ne pense pas que ça soit non plus celle du président. Donc il y a un petit quelque chose à faire. Oui, j'avoue que je n'ai pas très bien compris pourquoi vous alliez livrer 2 fois moins de Rafale l'année prochaine, si vous avez terminé de livrer le Qatar, l'Inde et l'Égypte. Non, je crois que vous avez mal compté, Anne. On n'a pas encore terminé les livraisons. Nouvelles commandes non, on n'a pas commencé. Non, parce qu'il y avait pas mal de... On est sur l'ère du bateau, des contrats déjà signés, oui. Et on n'a pas repris la France, pour toujours les raisons budgétaires. Hein. Donc on est sur la fin des livraisons des contrats Égypte. Alors l'Égypte est faite, mais il reste des avions à livrer au Qatar et à l'Inde.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot des tensions inflationnistes sur votre business, vos perspectives, et sur vos négociations salariales, si vos usines sont toujours en grève, si vous avez trouvé un accord, où est-ce que vous en êtes? Alors, sur les tensions... menace votre plan de charge. Oui, sur les tensions inflationnistes, donc, on les observe depuis quelques mois. Je vous rappelle qu'en septembre dernier, ça tombe bien parce que c'était c'était le début de nos négociations annuelles obligatoires, les NAO, les augmentations de salaire, comme on dit. Les experts français, européens, internationaux disaient il y a une inflation conjoncturelle parce qu'il y a une reprise liée au fait qu'on s'est arrêté en 2020, en 2021. Conjoncturelle. Il se trouve qu'en réalité, ce conjoncturel est un conjoncturel qui dure. Est-ce que ce conjoncturel qui dure devient structurel ou pas? J'avoue que je ne suis pas un expert économique, mais je suis un observateur précis. Donc, on voit que cette inflation est en train de s'installer. Si vous regardez la France, mais surtout si vous regardez les États-Unis, l'inflation commence à prendre un certain nombre de choses qui font que d'ailleurs les banques centrales commencent à se dire qu'il va peut-être falloir corriger le coût de l'argent, donc les taux d'intérêt. Ce n'est pas l'intérêt des pays, hein, parce qu'ils sont endettés. Donc comme ils sont endettés, si les taux augmentent, bien sûr, le remboursement de la dette par une nouvelle dette augmente. Donc c'est une bonne. Donc l'inflation a augmenté avant même la crise. Et vous savez très bien, fin 2021, décembre à décembre, on disait l'inflation c'est 2,8%. L'inflation calculée pour dire on a une augmentation d'inflation, donc ce qu'on appelle une augmentation moyenne, était identifiée par l'UMM à 1,6%, parce qu'il y a un petit décalage. Donc ça a généré un certain nombre de demandes de la part d'un certain nombre de salariés. Alors je rappelle que nos négociations annuelles obligatoires ont été faites, ont été signées par des syndicats qui représentent plus de 60% de la représentation des salariés auprès des instances dirigeantes, donc des CSEC, et de la représentation des salariés. Donc légalement, on a un accord signé, d'ailleurs on n'est pas toujours obligé de le signer, hein. Et là il est signé par deux organisations, et donc un certain nombre d'autres organisations ont déclenché un mouvement social pour dire qu'elles n'étaient pas contentes sur l'augmentation générale de 1,8%, parce que je fais un peu d'explication de texte. Dans une NAO, il y a des augmentations générales et il y a des augmentations individuelles. Il y a aussi des augmentations par l'ancienneté qui ne touchent que les non-cadres. La NAO 2021 pour 2022 signée, c'est 3,75% pour les cadres, exclusivement en augmentation individuelle. Donc vous voyez, c'est quand même un bon niveau. Pour les non-cadres, parce que traditionnellement, comme l'ancienneté, etc., et les non-cadres, c'est un peu moins, c'est 3,5%, qui se séparent en 1,8% d'augmentation générale et 1,7% d'augmentation individuelle qui inclut l'ancienneté. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le 1,8% comparé au 2,8%. Bien, donc sur ces syndicats-là, pour sortir de crise, nous ont demandé plusieurs choses. Ils nous ont dit... alors, avant de venir sur leur demande, je dis que je ne suis quand même pas aveugle ni sourd. J'ai bien vu que l'inflation était en train de s'installer. Donc nous avons octroyé une prime de pouvoir d'achat, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, une prime de pouvoir d'achat que les autorités françaises nous permettent défiscaliser et sans charge sociale de 500 € à tous les salariés qui ne touchent pas 3 SMIC. Donc tous ceux qui sont en dessous de 3 SMIC. Bien. Donc ça, on l'a fait et cette prime a été payée aussi à la fin de l'année, ce qui permet quand même un certain rattrapage sur l'année 2021. Je tiens aussi à rappeler que sur 10 ans, les augmentations générales, pas les NAO, hein, uniquement les augmentations générales cumulées sur 10 ans sont supérieures à l'inflation chez Dassault. Donc il n'y a pas eu paupérisation comme vous pouvez le lire de temps en temps, voire le relayer de temps en temps. Il n'empêche qu'il y a une inquiétude sur l'inflation, je l'ai entendu. On a pris la discussion avec ces organisations qui ont créé le mouvement depuis pas très longtemps, et on est allé dans leur sens, c'est-à-dire ils voulaient une augmentation uniforme et généralisée, c'est-à-dire au lieu de faire une augmentation de 1%, dire tout le monde a la même chose, c'est-à-dire finalement on va donner une somme
d'augmentation de salaire, pas une prime, une augmentation de salaire, à tout le monde, mais c'est la même. Ce qui fait qu'effectivement, sur le petit salaire, ça pèse beaucoup plus que sur le gros salaire. Après plusieurs discussions, négociations, on en est arrivé à proposer 100 € bruts, parce que les salaires vus par nous, c'est toujours du brut, 100 € bruts de plus, qui inclut l'augmentation générale déjà de 8%, ce qui correspond pour les bas salaires à 3,2% d'augmentation générale. Donc vous voyez, on est au-delà des 2,8, et qui couvre le 2,8 dans tous les cas. Même, pardon, excusez-moi, ça couvre même beaucoup plus, puisque ça couvre 5,4% sur les petits salaires. Donc 5,4% d'augmentation grâce à cette augmentation uniforme généralisée. On en est là, pour l'instant il n'y a pas d'accord, la discussion est ouverte, il y a des mouvements dans nos usines ne sont pas bloquées, elles sont perturbées, on ne peut pas le nier. Bon, il faut donner du temps à la négociation, certains syndicats sont prêts à discuter, d'autres nous affichent face aux 100, 200, vous avez pu le lire partout. Bon, il y a un moment donné, il faut négocier. On est parti du talon de 42 €, on est à 100. Bon, moi qui suis un négociateur, vous me connaissez, j'aimerais quand même que de l'autre côté, il y ait aussi un mouvement qui soit fait. Bon. On ne peut pas rentrer exclusivement à dire c'est ça ou je bloque les avions. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas responsable. Bonjour, Niklas Sarougi de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Encore une fois sur la question sur l'armement d'Allemagne. Quels sont vos espoirs à cette décision et est-ce que Dassault Aviation va profiter de cette décision historique d'Allemagne, cette décision historique d'armement? Écoutez, avant toute chose, nous, on est dans la continuité avec le budget français, avec nos armées françaises, avec cette histoire, déjà, avant toute chose. Donc on va déjà aussi attendre de voir ce que le président va annoncer pour le futur, dans le cadre de son programme, puisqu'il est maintenant président candidat, sur l'augmentation des budgets de la défense français et des programmes ad hoc. Si on peut s'organiser avec l'Allemagne et bénéficier de cette nouvelle volonté de réarmement de l'Allemagne pour faire quelque chose qui est partagé, c'est-à-dire quand je dis partagé, n'oublions pas, sur l'Eurodrone, nous, Dassault, on a accepté que Airbus soit leader. On veut juste que Airbus accepte que Dassault soit leader uniquement sur le pilier 1. Il y a d'autres piliers, pilier 2, pilier 3, pilier 4, pilier 5, dans lesquels Dassault, nous ne sommes pas. Et où Airbus est partout. On leur demande simplement de ne pas toujours vouloir la duplication d'un certain nombre de compétences. L'Europe sera efficace, et le couple franco-allemand en particulier, si on se partage le travail. Et on l'avait dit sur le neurone, on se le partage sur la base du best athlète. C'est ça qui fera en plus qu'on fait des bons avions et au moindre prix. Parce que regardez le Rafale qui a été tant cité, il fut une époque, il est trop cher, il est ci, il est ça. En réalité, sa réussite, c'est parce qu'il n'est pas si cher que ça, compte tenu de ce qu'il sait faire. Et nos armées sont bien contentes de l'avoir. Elles n'ont pas besoin d'acheter un F-35 pour complémenter le savoir-faire du Rafale. Donc on est prêt à regarder la génération d'après, c'est normal, et ça fait partie de notre responsabilité. On est prêt à le regarder avec les pays qui nous sont désignés par nos autorités, et c'est normal. On a commencé par les Anglais, puis on a changé en 2018, on est passé aux Allemands, puis après les Espagnols sont venus en 2019, il a fallu leur faire de la place, ce qui d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est Airbus en Espagne, c'est Airbus en Allemagne, ce qui fait que moi, je n'ai plus qu'un tiers du travail. Donc, il faut voir aussi qu'un jour, quand on fabriquera les avions, on n'en fera plus qu'un tiers. Donc, on a fait un certain nombre de choses. On a partagé aussi les work packages de manière à ce qu'il y ait des responsabilités de work package sur le tiers allemand et le tiers espagnol. Mais c'est quand même la même société Airbus. Et l'un est d'ailleurs patron de l'autre. Donc, quelque part, je pense qu'on a suffisamment fait d'efforts pour que maintenant on puisse y aller. Donc votre réponse, c'est oui. Si on peut, ensemble, France et Allemagne, bénéficier de cette nouvelle volonté de s'impliquer dans la défense au niveau de ses forces armées, je suppose aussi que les militaires allemands vont aller au combat, comme le font les militaires français. Ce qui permet d'avoir le rétex. Pour nous, l'important, je ne veux pas préjuger de qui se bat, mais l'important, c'est la compétence de l'exercice des opérations pour être capable de mieux définir les avions du futur.
Une dernière, allez. Non, mais juste une petite question, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Sur l'Eurodrone, là, quelle est la partie que vous faites? Est-ce que ça apporte un chiffre d'affaires accessoire ou important? Enfin, écoutez, c'est un chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires à peu près de 7 milliards, 7,1 de mémoire. Dans ce chiffre d'affaires de 7,1, on a 1,2 pour nous d'assaut. 1,2 sur 7,1. Et alors, ça va vous surprendre, Anne, c'est qu'on fait les commandes de vol. C'est bizarre, quand même. on fait aussi l'architecture des communications. Je dis bien l'architecture du système de communication de l'avion, parce qu'un drone, c'est quand même important, son système de communication, parce que c'est ce qui le fait voler d'une certaine manière. Donc, commande de vol, communication, cette architecture. Et la livraison de ces boîtes se fait, on a en sous-traitant Thales, bien sûr, pour les postes de communication et de radio. Voilà à peu près notre contribution à l'Eurodrone. Et on fait un certain nombre d'essais en vol, etc., etc. Merci. Merci à vous et puis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.